beaucoup discuté avec des Arabes, hein, et je disais quelques mots d'arabe de suite, et j'ai jamais eu aucun problème avec les Arabes, les Algériens principalement. Et par contre, ça a toujours été des collègues ou des compatriotes, mes compatriotes, des Européens, qui nous ont traités comme des moins que rien, et avec des clichés affreux, l'histoire qu'on faisait payer l'eau aux militaires pendant la guerre d'Algérie, des trucs comme ça, quoi. C'était n'importe quoi. Moi, quand on est rentré d'Algérie, on a atterri à Corbeil-Essonnes, on se faisait casser la gueule tous les jours à l'école. Tous les jours à l'école à Corbeil-Essonnes, on se faisait prendre la partie par les petits Français. En général, ils se mettaient à 4 ou 5 sur nous parce qu'on savait se battre et on n'avait pas peur. Il faut reconnaître, on avait l'habitude malheureusement. Et puis, on se faisait taper dessus. Et au bout de 3 semaines, 4 semaines, mon père, de temps en temps, il me voyait rentrer à moitié amoché et tout ça. Et mon père me dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, non, c'est rien. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rendu compte et ils sont venus à nous attendre à la sortie de l'école. Et là, quand ils sont venus avec mon oncle, il y avait 4-5 petits Français qui nous tapaient dessus. Et là, ils se sont intervenus. Mon père a failli en étrangler un. À l'époque, il était costaud. Et puis, le directeur a dit s'excuser. Oui, il faut les comprendre. Leur père a fait l'Algérie. Mon père, il dit, moi, j'ai fait quoi, moi? Mais nous, on a fait 39, on est venu en Italie, on est venu en Provence, vous sauvez. En 14 aussi, on était là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ont fait l'Algérie. Mon père aussi a refait l'Algérie. Hein. Parce que quand on a détruit, notre ferme a été détruite, il était dans une unité territoriale, c'était en tant que militaire. Donc après, moi, il faut dire qu'en plus, j'ai vécu dans un camp de harkis en Algérie pendant 3 ans. Donc j'ai bien baigné là-dedans, dans le massacre et l'abandon des harkis. J'ai vécu, moi, leur abandon de mes yeux. Quand on les a désarmés, moi je l'ai vu. J'y étais avec eux, dans le camp où on était à Batna. J'ai vécu leur désarmement. Que mon père, avec les Européens du camp, qui montaient la garde à la place des harkis. Que les harkis auraient pu nous assassiner tous et aller au FLN, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est là que je me suis rendu compte de la fidélité. Les harkis, ce sont le seul mot, le mot qu'on pourrait leur appliquer pour moi, hein, c'est la fidélité. Les harkis ont toujours été fidèles. Même les ralliés, même ceux de la dernière heure, ils auraient pu nous tuer en Algérie, dans les camps, ils auraient pu nous massacrer. Pour avoir la mam, tu sais, en arabe, tu sais, la mam, ce que c'est, le pardon, c'est ça? Oui, la même. Pour avoir le pardon du FLN, ils auraient pu dire, tiens, on vous tue tous les Européens du camp, et on vient, on se rallie à vous avec les armes. Mais jamais ils l'ont fait, jamais jusqu'à la fin, ils nous ont toujours... C'est même, je me demande, à ma connaissance, avec tout ce que j'ai lu sur l'Algérie, j'ai jamais vu un seul cas où des harkis aient tué leur chef, ou les Européens qui étaient dans leur... Au contraire, il les sauvait, il les surveillait, il les gardait, il les... Ben oui. Parce que nous, il y avait un petit rideau, il y avait un petit grillage, un rouleau de barbelé en haut du grillage, il y avait un garde la nuit, ils auraient pu nous massacrer, hein, et puis ouvrir les portes au FLN hein, à la fin, jusqu'à l'indépendance, parce que nous on est resté jusqu'à l'indépendance là-bas. Et donc, mais non. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'officiers qui ont désobéi aux ordres et qui ont rapatrié plein de harkis. Oui, parce qu'ils étaient redevables. Parce qu'ils étaient redevables, oui. Bien sûr. Ça, il faut le savoir. Après, redevables, et puis là, ils avaient ça aussi dans l'âme, parce qu'ils avaient une partie d'eux, ils ont vécu en Algérie avec les harkis. Oui. Et ben, pareil, eux aussi, ils devaient ressentir la même chose. Ils allaient au combat avec famille, eux. Voilà, ils ont des paroles d'hommes, quoi, je veux dire, comme il n'y en a plus beaucoup maintenant. Ils ont dit on les abandonnera pas quoi qu'il arrive, même si on se fait tuer, on les laissera pas. Voilà. Donc, moi j'ai vu les harkis qui venaient à la fin voir mon père. Mon père il était en tant que civil dans ce camp de harkis. Et il parlait le dialecte chaouia et il parlait l'arabe et il écrivait. Et les Arabes l'appelaient le Hajj. Et le Hajj en arabe ça veut dire celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Et j'ai demandé à monsieur Hanou pourquoi ils appelaient mon père le Hajj. Il dit, mais c'est parce qu'ils avaient un grand respect pour ton père. Normalement, un Européen ne va pas à la Mecque. Celui qui fait à la Mecque. Sauf s'il est musulman. Voilà, celui qui va à la Mecque, après, c'est vrai que c'est... Et il venait voir mon père, à la fin, il disait, Raj, il disait, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Nous, ça va, on est des hommes si on rentre en France, mais nos femmes, les femmes chaouia qui ne parlaient pas un mot de français, qui parlaient que le chaouia, qu'un dialecte, comme les Kabyles, hein, c'est pareil. Elle disait, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on reste et on ira au village avec. Et certains disaient à mon père, mais nous, on n'a fait que se battre, on s'est battu dans l'armée, mais on n'a rien fait de mal, on retourne dans nos villages. Tu penses, ceux qui sont retournés dans leur village, ouf, ils ont tous été massacrés, les femmes et les gosses et tout. Hein. Vous en avez connu des familles?
Nous, de notre camp, il y en a 3 qui ont été rescapés. Qui sont à Rouen, je les ai retrouvés en 2005. Et combien de familles? 3. Il y avait une quarantaine de harkis, donc tu vois, les 37 autres ont été massacrés, quoi. Il y a peut-être certains qui ont échappé. Été massacrés? Ben oui. Ah oui, le chauffeur du commandant, Assem, c'était un célibataire. Il a dit, moi, c'était un rallié en plus. Il a dit au commandant, il dit, moi je retourne, je me suis battu, mais moi j'ai jamais fait de mal, je me suis battu en tant que militaire. Il était assez calé au niveau instruction. Il dit, moi je retourne dans mon village, il est retourné de son village. Dès l'indépendance passée, il y a des FLN qui sont venus d'ailleurs, c'est la LN, l'armée des frontières, et qui sont arrivés, ils ont obligé les habitants du village de dénoncer les harkis ou les familles de harkis. Lui, ils l'ont pris, ils l'ont attaché en croix au soleil, et ils l'ont recouvert un peu de confiture et il a été lapidé. Il a mis 2 ou 3 jours pour mourir, parce que moi j'ai un oncle qui est resté après l'indépendance et qui l'a vu, Maassem il s'appelait. C'était une force de la nature, et ben, il est mort comme ça en 3-4 jours, il a été lapidé. Ils obligeaient les gens du village à aller, le FLN allait tuer les harkis sous peine de voir la mise à mort. Oui. Et le lynchage aussi. Ils allaient envoyer les femmes et les gosses pour le lapider. Oui. Non, c'est une guerre sans nom. Et alors le désarmement? Le désarmement, voilà comment ça s'est passé la plupart du temps, c'était sous forme de traîtrise. On disait aux militaires qu'il fallait rendre aux soldats harkis qu'il fallait qu'ils rendent leurs armes pour mettons, une visite. Souvent il y avait des méthodes lâches. On leur disait, vous allez vous rendre vos armes parce qu'on va vous en donner d'autres, ou alors il va y avoir une refonte, tout ça, Ils donnaient leurs armes, et quand ils avaient les armes, ils ne pouvaient plus se révolter, parce qu'ils n'avaient plus rien. Et donc ils se sauvaient. Après les harkis se sauvaient, ils se rendaient compte qu'ils allaient être mis à mort par le FLN, et ils le savaient ça. Donc après ils se sauvaient. Ceux qui ont pu revenir dans leur village au début, ils étaient un petit peu protégés, même par le FLN, où les chefs de village leur disaient, maintenant tu es chez toi, c'est fini, la guerre est finie, mais tu avais du FLN des fois qui arrivait d'ailleurs. Ils disaient, qui c'est les harkis? Toi, 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 toi. Allez hop, boum, ils les prenaient, soit ils les massacraient sur place, soit ils les emmenaient dans les camps, soit ils les mettaient au déminer les frontières. Donc il y a eu 8 à 12 000 harkis qui ont été tués sur les frontières, à déminer à main nue. Alors, et soit ils étaient massacrés, bouillis dans le chaudron, dépecés, démembrés, où on en faisait battre 30-40 par 30-40 avec des machettes et tout ça, jusqu'à qu'ils s'entretuent. Alors s'ils ne voulaient pas s'entretuer entre eux, ils en abattaient 2 ou 3 au PM ou au couteau, et pour les obliger à s'entretuer. Mais il y a des exemples comme ça, c'est innombrable, innombrable. Mettons, les commandos Georges ont été ébouillantés dans les chaudrons. Le commando? Un commando Georges qui était un commando de ralliés, ils ont été ébouillantés dans les chaudrons. Après, tu avais les Européens aussi qui étaient enfermés, les Européens qui ont été enfermés dans les mines de fer. Les Européens qui ont été enfermés dans les mines de fer à Miliana, à côté d'Alger, et avant ils avaient été mis dans des fours qui étaient encore tièdes, alors ils avaient peur d'être brûlés, et ils ont été enfermés dans ces mines. Par boyau de mine, ils étaient 60 à 80. Tu as le témoignage d'André Ossignac, si tu veux le lire exactement comment ça se passait. Et donc ils étaient là, ils mouraient de faim, ou presque, et en fait on ne sait jamais ce qu'ils sont devenus. Ça c'est bien après l'indépendance, hein, ou au moment de l'indépendance. Il y en a eu après l'indépendance. Oui, oui, jusqu'en 67, il y a eu des morts, après ça s'est arrêté. Mettons, les colis de la Croix-Rouge, le FLN les prenait, quand c'était pour les harkis. Les colis de la Croix-Rouge ne sont jamais parvenus aux harkis. Mais la Croix-Rouge a permis quand même aux harkis de s'évader des camps, heureusement, oui. Quand même. Et la Croix-Rouge a fait, la plupart des évadés, dont Jafour, son père, que tu as vu, je ne sais pas s'il te l'a dit, c'est grâce à la Croix-Rouge. C'est grâce à la Croix-Rouge. Qu'il s'est évadé, hein, son père. En fait, ils réussissaient à les prendre et puis à les mettre dans des bateaux ou d'avions, je ne sais plus trop comment ils faisaient. Toi, Rabat, comment t'es... J'ai vague souvenir parce que je ne sais pas si tu l'as dit, vous êtes arrivé comment, vous? Par bateau militaire? On est venu par bateau de guerre. C'est un bateau de guerre. Et les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, quoi. Ah, oui. Donc moi, je me souviens, j'étais avec maman, donc 7 ans, quoi. 7 ans. Et puis, on arrive à Rivesaltes.
on est arrivé à Rivesaltes. À Marseille, après Rivesaltes. Enfin, on est arrivé à Marseille, Ouais. 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 Et de Marseille, on est arrivé à Rivesaltes, directement. Rivesaltes. Non, Voilà. tu t'oublies, Robert. Avant, vous êtes parti au Larzac. Au Chaque départ. fois, C'est tu Larzac, oublies. Oui, ta sœur Je est née au confonds. Larzac. Donc au départ, c'est le Larzac. Rachida est née au Larzac en Donc, 62. à l'Aveyron. Dans l'Aveyron. Dans Vous êtes l'Aveyron. arrivé d'abord dans Dans l'Aveyron. Là, voilà, Alors, comme ça, nous, c'est on est encore passé une par fois. Rolastic avant d'aller à Rivesaltes. Voilà. Ouais. C'est là où il y avait les tentes avec les jeeps. Ça, tu t'en rappelles. Voilà. Rencontres-tu ta première nuit? Et là donc, oui, c'est ça. Donc c'est à Larzac, c'est ça? Oui, C'est Larzac. le camp de l'armée. Il y avait tout le temps. Donc on arrive à Larzac, c'est l'hiver. C'est l'hiver, parce que bon, je m'en souviens très bien, parce que des yeux d'enfant, C'était pas il y a des l'hiver, trucs que Robert. tu... Hein? C'est pas l'hiver que vous êtes arrivé. Ah, C'était non, mais- vous êtes non, arrivé non, en mais- juin 62. Oui, non mais attends, juin 62, ils nous ont mis dans du dur. On était dans du dur, dans des bâtiments durs. Ouais. Et après, ils nous ont mis dans des tentes. Ouais, donc l'hiver est arrivé. L'hiver est arrivé et ils nous ont mis dans des tentes. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais Donc, au c'était départ, le 6 de l'armée. au départ, on était dans du dur. Mhm. Hein. Et donc l'hiver, donc on nous a mis dans des tentes, ils appelaient ça tente 56, des tentes militaires où on pouvait recevoir une dizaine de personnes. Et donc, il faisait nuit, et je me souviens, donc, comme il n'y avait pas de drap ni rien pour dormir, donc ils ont jeté des bottes de foin, ça je m'en souviens, des bottes de foin qu'ils ont étalées à l'intérieur de la tente, comme ça, là. Et c'était une Jeep qui éclairait le fond de la tente, comme ça. Et puis mes soeurs, ma mère, tout le monde, ça pleurait dans tous les... Parce que bon, on n'était pas des vaches, quoi, mais bon. Ouais. Et c'était notre première nuit sous les tentes. Sous les tentes. Donc, comme tu dis, on arrivait en juin, oui, juin 62. Donc là, on était dans du dur, un bâtiment. Et 3-4 mois après, octobre, novembre, on était sous ces... Il a fallu redéménager. Parce qu'il n'y avait peut-être plus assez de place. Voilà. Et donc là, on a passé bien 8 mois, 7-8 mois sous ces tentes-là. Hein. Sans couverture. Oui, ça. Pendant les 3, je vais être, les 3-4 premiers mois, nous n'avions rien du tout. Les 3-4 premiers mois, on vivait comme ça. C'est au bout du 4e, voire 5e mois, où on a commencé à avoir quelques couvertures et un poêle à mazout. Comment vous faisiez pour manger? La nourriture, c'était... et elle était fournie par l'armée, puisque c'était elle qui gérait Les camps. le camp militaire. Parce qu'on était géré par des militaires. Hein. Quoi d'autre? Vous avez cette image-là de la Jeep qui éclaire. Ah ouais, ça c'est... Ouais, je la raconte tout le temps, 60 ans après, j'y pense toujours. Cette Jeep Il faisait froid. voilà, il faisait très très froid, cette Jeep qui éclaire le fond de la tente. Et je vois les gens, des militaires qui des appelés, Lancer la paille. qui jetaient des bottes de foin, et puis ils éparpillaient, etc. Et on a dormi là-dessus, comme des Piqué animaux. en plus. Hein. Ouais, comme des animaux. Et Et là, c'est là que vous leur avez dit, mais non, il n'y a pas de vache ici, il n'y a pas de chèvre. et c'est là où, comme dit Fatia, c'est là où on peut dire qu'on était parqué, parce que là, moi je me souviens, il y avait du grillage. Ouais. Il y avait du grillage. On était parqué comme dans les films. Là. On était parqué. Et quoi d'autre? Et après, quand tu es arrivé à Rivesaltes, toi, tu étais sous les toiles de tente ou dans les bâtiments? Donc après ça, on nous a mis dans des camps après. On a changé. Alors ces fameux camps qu'ils appelaient village 1, village 2, on est parti dans des camps. Et tous les Rivesaltes. Rivesaltes, Oui. donc là on était dans les camps. Mmh. Hein. Et donc c'était des camps qui étaient numérotés. 1, 2, Village 3, 1, 4, 5, ouais. voilà. Et tous les trimestres, voire semestres, ils nous faisaient déménager. Je ne sais pas pourquoi. Et tu étais dans les tentes au départ ou tu étais dans le dur? Tu étais dans les tentes au début à Alors je Rivesaltes. récapitule. J'avais dit qu'en 62 juin, on était dans du dur. Dans Non, des mais bâtiments durs. le lieu Et c'était après, Larzac, mais après et à Rivesaltes. C'était dans du dur, je crois. après c'était des durs, oui. Oui, non, parce que nous, on était sous des toiles de... C'est pour ça, parce qu'il y avait Parce qu'il y avait les deux bâtiments, Il y il y avait les tentes. bâtiments, enfin les maisons en Ouais. dur, et après, il y avait les tentes aussi.
Parce que nous, on n'a jamais été dans les maisons. Hein. Nous, on était sous les toiles de tente, dans les mêmes conditions que tu étais toi. On avait des couvertures. Moi, je ne me rappelle pas, mais ma mère qui m'a raconté. Moi, je me rappelle du froid, ça c'est sûr, et du vent qui rentrait sous les toiles de tente. Là, c'était l'horreur. D'ailleurs, Aïcha le raconte qu'elle avait des surtout à Rivesaltes, ça souffle. Oh là là, il y avait un vent glacial qui rentrait sous les toiles de tente. Donc on avait des couvertures et je me rappelle, les femmes, elles faisaient du feu comme elles pouvaient pour nous réchauffer. On n'avait pas de poêle ni rien du tout. Et par contre, j'ai pas du tout de souvenirs. Moi, j'ai vague souvenir de ça. Mais moi, c'est en allant à Rivesaltes, quand on y est allé l'année dernière, il y a 2 ans, que j'ai vu qu'il y avait des bâtiments. Que tu sais que quand tout le monde disait, ben, nous on était là, nous on était là. Alors moi j'ai connu ces bâtiments-là.